Donc tout d'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à présenter l'étude réalisée sous la direction du professeur Dollfus, intitulée « La détection des symptômes négatifs dans la population étudiante est-elle pertinente ?», qui vient d'être publiée dans Journal of Clinical Medicine. Donc moi, je m'appelle Lucie Métivier, je suis interne en psychiatrie et aussi doctorante au sein de l'unité INSERM 1237 à Caen. Ce travail a été réalisé dans le cadre de ma thèse de sciences financée par le RHU Psycaire et au sein de la fédération hospitalo-universitaire coordonnée par le professeur Dollfus. Donc tout d'abord, pour commencer, vous n'êtes pas sans savoir que la population étudiante est à risque de développer des troubles psychiatriques du fait de son exposition à de nombreux facteurs de stress. 25% d'entre eux présenteraient des signes de dépression et 13,8% des signes psychotiques ponctuels, incluant des personnes avec un ultra haut risque de psychose. Or, 22 à 38% des personnes avec un ultra haut risque de psychose développeront un trouble psychotique dans les 3 ans, avec une augmentation du risque de transition chez les consommateurs de cannabis. De plus, une étude publiée en 2023 a montré qu'environ 30% des étudiants d'une université française avaient consommé du cannabis durant leur première année à l'université. Donc les symptômes négatifs, à savoir l'alogie, l'anédonie, l'avolition, le retrait social et l'émoussement affectif, sont des symptômes qui sont fréquemment retrouvés chez les personnes souffrant de schizophrénie. Ils peuvent être regroupés en 2 dimensions, donc une dimension de motivation qui comprend l'anédonie, l'avolition et le retrait social, et une dimension d'expressivité avec l'émoussement affectif et l'alogie. Ils peuvent être primaires en lien avec une pathologie schizophrénique ou secondaires à des symptômes positifs de dépression ou encore à des consommations de cannabis. De plus, les symptômes négatifs peuvent aussi être retrouvés chez environ 20% des adolescents et des adultes jeunes sans qu'ils soient nécessairement dus à un trouble schizophrénique. Ils sont les premiers signes à apparaître, avant même les symptômes positifs, chez les personnes avec un ultra haut risque de psychose, et leur sévérité est prédictive du risque de transition vers un premier épisode psychotique. Or, un des enjeux actuellement est d'essayer de détecter les troubles psychotiques le plus tôt possible pour améliorer la prise en charge, la qualité de vie des patients et diminuer la chronicité des troubles. De plus, on sait qu'il existe un recouvrement entre la symptomatologie négative et les symptômes de dépression, ainsi qu'avec le syndrome amotivationnel retrouvé chez les consommateurs chroniques de cannabis. Donc, la détection des symptômes dits négatifs pourrait être utile en première ligne des soins. Les recommandations de l'European Psychiatric Association de 2021 recommandent la BNSS et la KINDS pour l'évaluation des symptômes négatifs. La CIPS et la CARMS sont utilisées pour la détection de l'ultra haut risque de psychose. Cependant, ces outils ont été développés pour l'évaluation des signes psychotiques atténués et ne capturent uniquement que certains aspects des symptômes négatifs. De plus, ces 4 outils sont des outils d'hétéro-évaluation qui nécessitent un psychiatre entraîné et ne sont donc peut-être pas les plus adaptés pour la détection des symptômes négatifs à grande échelle. A l'inverse, les outils d'auto-évaluation semblent plus pratiques d'utilisation et plus adaptés dans une optique de détection. Par conséquent, nous proposons d'utiliser la Self-Evaluation of Negative Symptoms, ou SNS, pour détecter les symptômes dits négatifs dans une population d'étudiants non demandeuses de soins. Dans ce travail, nous avons donc émis 2 hypothèses selon lesquelles les symptômes négatifs évalués avec la SNS permettent de détecter les étudiants UHR et ou déprimés, et deuxièmement, que les symptômes négatifs les plus fréquents dans la population étudiante sont relatifs à la dimension motivation et sont expliqués par les consommations de cannabis. Donc pour ce faire, nous avons utilisé les données de l'étude Alcool et drogue à l'université de Caen, qui a consisté à recueillir les réponses à un questionnaire envoyé sur la boîte mail étudiante des 30 161 étudiants de l'université de Caen durant l'année 2020. Donc cette enquête comprenait une évaluation des critères socio-démographiques et des outils d'auto-évaluation de la symptomatologie psychiatrique et des consommations de toxiques. Donc je vais vous présenter un peu plus précisément les différents outils qu'on a utilisés particulièrement pour ce travail.
Donc il y avait la cigarette dependence scale, ou CDS, qui est utilisée pour évaluer la dépendance à la nicotine à travers de 5 items, avec un score total qui varie entre 5 et 25. La Cannabis Abuse Screening Test, ou CAST, qui est une échelle de repérage des consommations problématiques de cannabis, comprenant 6 items, avec un score total allant de 0 à 24, et les usagers étant ensuite répartis en consommation à risque faible, modéré ou sévère. La Beck Depression Inventory, ou BDI, qui évalue la symptomatologie dépressive, avec un score total qui varie entre 0 et 39. Et donc plus la symptomatologie est sévère, plus le score est élevé. Un score supérieur ou égal à 16 à cette échelle est évocateur d'un probable épisode dépressif majeur. Ensuite, le prodromal questionnaire 16, ou PQ16, qui évalue la symptomatologie prodromale. Donc cette échelle comprend 2 scores. Un score total qui évalue le nombre de symptômes présents, avec un score qui varie entre 0 et 16, et un score de détresse associé à la présence des symptômes qui varie entre 0 et 48. Donc plus ces 2 scores sont élevés, plus il y a un nombre important de symptômes et plus la détresse associée est importante. Dans une population non demandeuse de soins, un score de détresse supérieur ou égal à 9 à la PQ16 est évocateur d'un probable ultra haut risque de psychose. Enfin, la Self-Evaluation of Negative Symptoms, ou SNS, évalue la symptomatologie négative avec un score qui varie entre 0 et 40. Donc plus le score est élevé, plus la symptomatologie est sévère. Elle évalue les 5 domaines de la symptomatologie négative au travers de 5 sous-scores, comprenant chacun 4 items et cotés entre 0 et 8. Donc cette échelle, en fait, elle comprend 20 items qui sont 20 affirmations. Donc par exemple, je préfère être seule dans mon coin. Et la personne est invitée à répondre selon son ressenti dans une des colonnes en mettant une croix entre complètement d'accord, qui correspond à un score de 2, un peu d'accord qui correspond à un score de 1, et pas du tout d'accord qui correspond à un score de 0. Donc pour répondre à nos hypothèses, nous avons tout d'abord identifié le pourcentage d'étudiants avec un probable ultra haut risque de psychose et ou souffrant d'un épisode dépressif majeur à l'aide des scores à la PQ16 détresse supérieur ou égal à 9 et ou à la BDI supérieur ou égal à 16. Une courbe de ROC a été réalisée pour déterminer un cut-off pathologique de la SNS, et ce cut-off a donc été déterminé à l'aide de la sensibilité, de la spécificité et de l'indice de Youngden. La courbe a aussi été calculée pour évaluer le pouvoir discriminant de la SNS. Ensuite, concernant notre deuxième objectif, qui était d'évaluer la dimension négative la plus ou la moins représentée, nous avons évalué le pourcentage d'étudiants présentant le symptôme, c'est-à-dire ayant un score de 2 à l'item. Ensuite, pour évaluer le poids des consommations de cannabis sur les scores de la SNS totale, nous avons réalisé une régression linéaire. Et nous avons effectué les mêmes démarches en prenant comme variable dépendante les scores de la SNS de la dimension motivation, puis de la dimension expressivité. Donc 2128 étudiants ont répondu à l'ensemble des autoquestionnaires, ce qui fait environ 7,1% de tous les étudiants de l'université de Caen. L'âge moyen des répondeurs était de 19,8 ans. On avait une prédominance de réponses féminines avec uniquement 29,1% d'hommes répondeurs. Les scores moyens à la SNS totale étaient de 10,33. Ils étaient de 6,07 pour la dimension motivation et de 4,25 pour la dimension expressivité. Les scores moyens à la PQ16 détresse et à la BDI étaient respectivement de 3,69 et de 6,74. 269 étudiants, soit environ 12,6% de notre population, avaient un ultra haut risque de psychose. 194 étudiants, soit 9,1% de notre population, un épisode dépressif majeur. Et 367 étudiants, soit 17,2% de notre population, avaient un épisode dépressif majeur et ou un ultra haut risque de psychose, déterminé à l'aide de leur score à la PQ16 détresse ou à la BDI. La courbe de ROC nous a permis d'identifier les sujets ultra haut risque ou déprimés avec un seuil de 13 au score total de la SNS, et ce avec une sensibilité de 79,84% et une spécificité de 70,58%.
Donc ça veut dire que finalement, au-delà d'un score de 13 à la SNS, les étudiants ont un probable ultra-haut-risque ou une dépression dans 79,84% des cas, et qu'à l'inverse, les étudiants avec un score inférieur à 13 n'ont aucune de ces deux pathologies dans 70,58% des cas. La capacité discriminante de la SNS était de plus plutôt bonne, avec une R sous la courbe de 0,82. Donc, parmi les symptômes négatifs, la dimension la plus représentée est la volition, avec 24,4% des étudiants qui présentaient l'item 14, qui est « c'est dur de rester très régulier dans les activités de tous les jours », 29,6% l'item 15, donc il y a beaucoup de choses que je ne fais pas par manque de motivation ou d'envie. Et à l'inverse, les deux dimensions les moins représentées étaient le retrait social et l'anédonie, avec 5,9% des étudiants qui présentaient l'item 2. Donc je ne ressens pas spécialement de plaisir à discuter avec les autres. 3,4% l'item 3. Donc sortir avec les copains ou la famille, cela ne me dit rien. 3,10% l'item 17. Donc je suis mieux quand je suis seule car je me sens mal à l'aise avec une personne proche. Et enfin, 3,2% l'item 19. Donc lorsque je m'imagine faire telle ou telle activité, cela ne me donne pas spécialement de plaisir. Enfin, les régressions linéaires pas à pas ont montré que 36,6% de la variance des scores totaux de la SNS était expliquée de façon significative, donc 27,7% par les symptômes dépressifs, 4,7% par les symptômes de la PQ16 et 4,2% par la consommation de cannabis. 51,2% de la variance des scores de la dimension motivation de la SNS sont expliqués de façon significative, donc 36,3% par les symptômes dépressifs, 11% par les signes à la PQ16 détresse et 3,9% par les consommations de cannabis. Enfin, 5,8% de la variance de la dimension expressivité est expliquée par la symptomatologie dépressive. Donc pour discuter un peu ces résultats, la SNS semble être un bon outil pour la détection de jeunes présentant potentiellement un ultra-haut risque ou une dépression, avec une sensibilité de 79,84% et une spécificité de 70,58%. Donc ce cutoff de 13 retrouvé, le même que celui qui avait été retrouvé en population saine étudiante. Par contre, les cutoffs sont retrouvés plus bas chez les sujets avec un premier épisode ou avec une schizophrénie, donc de 11 et de 7 respectivement, en raison d'une symptomatologie négative dans ces populations qui est plus intense. Par ailleurs, le pourcentage des étudiants avec des symptômes négatifs est en adéquation avec la littérature qui retrouve que 17% des adolescents ont des symptômes négatifs avec une prédominance de la volition, ainsi que 20% des adultes âgés de 24 à 34 ans. Dans notre étude, la volition est également la plus représentée, avec des difficultés à élaborer un plan d'action en lien avec une perte de motivation à faire les choses et à être régulier dans les activités de tous les jours, ce qui peut influer sur la réussite académique des étudiants. À l'inverse, l'anédonie, qui est la dimension la plus prédictive du risque de transition, est la moins représentée dans notre population. Donc, le cannabis explique partiellement la sévérité des symptômes négatifs, notamment de la dimension motivation. Donc, ces résultats sont en accord avec les études retrouvant un syndrome amotivationnel chez les consommateurs de cannabis chronique sans troubles psychiatriques. Donc, en conclusion, cette étude montre que la SNS semble être un bon outil pour la détection des symptômes négatifs, que cette détection des symptômes négatifs pathologiques est importante en raison de leur chevauchement entre diverses catégories diagnostiques et de leur apparition précoce au cours des troubles psychotiques, que la détection des troubles psychiques chez le sujet jeune pourrait être utile pour avoir une prise en charge plus précoce avec des parcours de soins bien structurés, et donc limiter le risque d'évolution vers des pathologies mentales chroniques. Et enfin, que les symptômes négatifs, notamment de la dimension motivation, sont présents chez les étudiants et sont en lien avec les consommations de cannabis. Donc, ce travail nous a ouvert à plusieurs perspectives de recherche, comme notamment pouvoir tester la reproductibilité des résultats dans d'autres universités françaises et à l'étranger. Deuxièmement, de pouvoir aussi confirmer par un entretien psychiatrique les diagnostics de dépression et du HR chez les sujets détectés avec la SNS, qui n'a donc pas été le cas
dans cette étude. Et enfin, de pouvoir évaluer le caractère prédictif à la transition psychotique chez les sujets détectés ultra haut risque par la SNS. Donc, je vous remercie pour votre attention et je tiens aussi à remercier le professeur Dollfus, le professeur Beaunieu et le docteur Mauduit pour leur aide dans la réalisation de ce travail et le RHU Psychiatre qui finance ma thèse de sciences. Voilà.